Bonjour et bienvenue dans Jaftamer numéro 60, l'émission de l'association Équité Parentale depuis la Dordogne et le Périgord libre avec Stéphane dans les studios de RLP. Aujourd'hui, nous aurons la première partie d'une interview de Madame Véronique Gentreyer, la directrice de l'association Planète Enfant et Développement, qui intervient dans plusieurs pays du monde, Cambodge, Vietnam, Népal, Burkina Faso, afin d'aider les familles de ces pays depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Dans cette première partie, nous aurons 4 tranches. Nous verrons la présentation de l'association, les différences de la cellule familiale dans les sociétés occidentales et celles d'Asie du Sud-Est, les problématiques et les différences effectivement que cela peut entraîner, et nous regarderons le traitement et l'observation des violences familiales, des divorces, des crises d'adolescence dans les diverses cultures. Voilà. Tout ceci avec une exploration musicale des pays où l'association est présente. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3, aujourd'hui avec Véronique Gentreyer, directrice de l'association Planète Enfant et Développement. Véronique, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Oui, super, tout fonctionne, c'est merveilleux, les miracles de la technique. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, nous dire quelle est votre association et ce que vous faites exactement ? Dites-nous. Alors, je suis donc Véronique Gentreyer, la directrice de l'association Planète Enfant et Développement. Planète Enfant et Développement, c'est une association qui a été créée à peu près il y a 37 ans pour répondre aux besoins prioritaires des enfants et en particulier plus récemment des tout-petits, puisque nous travaillons essentiellement avec les enfants de 0 à 6 ans. En fait, comme on le sait, les 6 premières années de la vie sont censées être les plus importantes, sont dites les plus importantes. Et donc, nous adressons cette problématique pour faire en sorte que les enfants puissent grandir dans un environnement qui soit protecteur et propice à leur développement. Nous ne travaillons pas en France, mais nous travaillons à l'étranger, dans des pays en voie de développement, comme on dit, au Népal, au Cambodge, au Vietnam et au Burkina Faso. Voilà. Et donc, moi, je suis la directrice de cette association depuis une dizaine d'années. D'accord. Vous êtes combien dans l'association ? Alors, dans l'association en tout, nous sommes à peu près une 60aine. Dont 10 personnes en gros au siège où nous regroupons les fonctions support, et après le reste de l'équipe est basé sur le terrain puisque nous avons des bureaux locaux avec des équipes locales et des expatriés, mais nous travaillons aussi beaucoup avec des partenaires locaux, des associations locales qui elles ont leurs propres équipes et qui au total, je dirais, fait peut-être un ensemble d'une bonne centaine de personnes. Donc vous êtes une ONG ou une association ? Alors, nous avons un statut d'association et nous sommes une ONG puisque nous travaillons à l'international. Donc, l'ONG, enfin le terme ONG n'a pas vraiment de statut juridique, mais notre statut est vraiment association de loi 1901. D'accord. Donc aujourd'hui, vous travaillez dans quel pays, en fait, sur la planète, précisément ? Donc, nous sommes en Asie essentiellement puisque nous sommes même nés au Cambodge. Il y a donc 37 ans. Nous sommes donc toujours au Cambodge. Durant les Khmers rouges, je suppose. Juste après, voilà, juste après. Oui. Nous étions la première association française à s'implanter au Cambodge et à vraiment travailler avec le gouvernement à la reconstruction du pays. Après la chute de Pol Pot, ouais. Exactement, donc en travaillant sur les formations de pédiatrie, de gynécologie, de travailler, reconstruction de maternité, donc tout ce qui était axé sur le développement de l'enfant. Et donc ça a été effectivement une grosse partie de notre activité. Et puis ensuite nous sommes allés travailler au Vietnam puisque c'est le pays qui est juste à côté. Ensuite nous sommes allés, tout en restant au Vietnam, nous sommes toujours au Vietnam, mais nous sommes aussi au Népal depuis une vingtaine d'années. Et depuis 15 ans à peu près, nous sommes aussi maintenant en Afrique, au Burkina Faso. Au Burkina Faso, d'accord. Oui. Ok. Et donc, je suppose que vous avez vraiment une vision de la structure familiale, de la famille, des besoins de l'enfance dans ces pays. Là, on se place dans des cultures très différentes de nos civilisations occidentales.
Comment intervenez-vous auprès des enfants? Qu'est-ce que vous leur apportez et comment vous travaillez? Alors, comme on le dit souvent, en fait, on travaille pour les enfants, on travaille pas vraiment en direct avec les enfants, mais on travaille avec tout ce qui constitue leur environnement. Donc, évidemment, on travaille avec le foyer, avec la famille. Et là, les actions qu'on mène vont être surtout des actions d'accompagnement familial. Donc, nous avons sur le terrain des travailleurs sociaux qui sont vraiment auprès des familles et vont les aider à développer leurs propres ressources pour faire face aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Nous travaillons avec les communes, avec les autorités locales, avec les services de base qui sont destinés aux enfants, en particulier les écoles, puisque voilà, les écoles et les services en fait de toute petite enfance que nous commençons à mettre en place, ce qui est assez nouveau dans ces pays-là, puisqu'il y a des écoles préscolaires, donc pour ce qui est l'équivalent d'école maternelle, hein, mais qui sont encore embryonnaires, notamment au Burkina Faso, et en matière de crèche pour les 0-3 ans, dans tous les pays où nous travaillons, c'est encore vraiment très très démarrant. Quand il y en a, en fait, c'est que bon voilà, il y a des écoles, il y a des crèches privées, mais sans professionnels. Donc là, nous travaillons aussi beaucoup avec nos équipes sur la formation des professionnels de la petite enfance et sur la mise en place et l'amélioration de la qualité des écoles préscolaires. Véronique, dites-moi, vous qui intervenez via votre modèle associatif en Asie, donc du Sud-Est, ainsi qu'en Afrique, est-ce que vous avez remarqué des différences dans la cellule familiale, l'univers familial de ces pays-là par rapport à nos environnements, à nous, en Occident, en Europe de l'Ouest? Est-ce que il y a autant de divorces que chez nous? Est-ce que les problématiques sont les mêmes? Enfin, qu'est-ce que vous avez vu comme différence? Alors, les différences sont assez énormes, Oui. effectivement. On est dans des schémas familiaux qui sont peut-être ceux du début du siècle en France, ou disons peut-être jusqu'aux années 50-60, encore très traditionnels, avec une cellule familiale forte. Une maman qui travaille un peu, mais pas encore beaucoup, qui est donc la première responsable des enfants, de l'éducation, de la gestion du foyer, et qui en plus maintenant quand même de plus en plus a une charge de travail en plus. Donc ce qui fait qu'effectivement ce sont des femmes qui se retrouvent avec des charges énormes sur les épaules, un papa présent mais voilà, travaillant ou pas, mais encore pas trop impliqué dans l'éducation de son enfant. Une belle famille souvent assez présente, puisque c'est des cellules familiales où, dans la plupart des pays où on travaille, le couple va se rapprocher de la famille du père, et donc la mère va vivre aussi beaucoup sous l'emprise de la belle-mère et de ses vues, de sa manière de voir. Voilà, donc c'est vrai que et une cellule familiale qui doit rester stable. Donc on est dans des pays aussi où il y a, notamment au Vietnam, beaucoup de violences conjugales, mais la priorité de la famille est de rester unie, puisque ce sont des sujets relativement tabous. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup, nous, pour essayer de rééquilibrer, non pas forcément calquer nos modèles, mais de rééquilibrer les responsabilités au sein de la famille, redonner un peu plus de pouvoir à la mère, en même temps réimpliquer le père sur l'éducation de son enfant, et faire en sorte que cette famille trouve une certaine autonomie et un plein épanouissement qui, de toute manière, forcément a des retombées sur l'épanouissement de l'enfant. Alors, je vais intervenir à ce stade pour expliquer aux auditeurs qui certains ont peut-être compris de manière sous-jacente, mais je vais le dire de manière ouvertement. J'ai vécu 6 ans à Bangkok, en Asie. J'avais une société d'informatique là-bas. Je me suis marié avec une Thaïlandaise. Ma fille est franco-thaï. Elle a grandi là-bas. Et j'ai vu dans la famille thaïlandaise, qui est peut-être assez proche du modèle cambodgien, hein, le Vietnam je connais moins, mais j'ai vu la Birmanie, j'ai vu le Laos, en fait, où la femme a énormément d'indépendance. Elle, très souvent, elle est freelance. Hein, les gens ont une petite épicerie au fond du jardin. Ils tiennent un 7-Eleven ou alors un market du coin. Ils vont travailler. Ils ont des taux de chômage qui sont extrêmement bas. Il y a 3 ou 4% de chômage. Ils ont une solidarité familiale qui est extrêmement importante. C'est madame qui gère beaucoup l'argent dans ces sociétés-là. Et il m'avait semblé notamment que, comment dirais-je, le rôle du père était, par les institutions, peut-être beaucoup plus reconnu que ce qui est en Europe de l'Ouest. Alors ça, c'est ce que j'ai constaté, moi, en Thaïlande. Par exemple, il y a eu des expériences de gens autour de moi qui sont allés au tribunal familial en Asie. Ils n'auront absolument aucun problème à donner la garde de l'enfant thaïlandais à un étranger, un farang, si jamais celui-ci pourra lui apporter une meilleure éducation que la mère et sa famille. C'est quelque chose qui est difficilement pensable chez nous en Europe. Et est-ce que ça évoque quelque chose, chez vous? C'est pareil au Cambodge et au Vietnam?
Non, je ne serais pas si convaincue d'avoir cette telle liberté dans les pays où nous travaillons, au Cambodge et au Vietnam. C'est vrai qu'il y a une certaine autonomie dans la mesure où de plus en plus les femmes travaillent. De plus en plus, les femmes travaillent. Donc, forcément, les ressources qu'elles ont leur donnent une certaine autonomie. Puis elles sont sur un modèle, on va dire, de freelance. Là-bas, je veux dire, enfin, il n'y a pas d'impôt. Oui, c'est de l'informel, exactement. Voilà, c'est du métier informel. Elles sont un petit peu Alors, nous, on travaille avec des populations vulnérables, je le précise. Donc, ça va être un petit travail. Ce sont des pays où il y a une classe moyenne, il y a une classe bourgeoise et riche qui est très présente. Ce ne sont pas les mêmes problématiques. On parle, je suppose, effectivement, là, du petit peuple qui est dans les rizières et qui, elle, n'a pas accès, qui n'a pas accès aux écoles internationales, qui ne possède pas plusieurs biens immobiliers dans les capitales. On parle de cette population-là qui est plus sur le côté, tout à fait. Mais ce sont quand même des gens qui, vu qu'il n'y a pas de système social, qu'il n'y a pas d'imposition, qui vont avoir leur propre business, qui vont être relativement indépendants, puis qui vont avoir beaucoup de liberté. Je vois la famille de ma femme, par exemple. Ils travaillaient énormément, et ce sont des cellules familiales, je crois, où on donne l'enfant à la grand-mère, pendant que la mère va travailler beaucoup. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que nous, on est en train, justement, notamment au Cambodge, de développer des services de crèche, puisqu'on a fait une étude aussi dans les villages où les femmes partent travailler dans les usines textiles en particulier, se sont énormément développées ces dernières années. Bon, là, à cause du Covid, c'est un petit peu à l'arrêt. Et en fait, les femmes partent 5-6 jours sur 7, du matin jusqu'au soir tard, donc laissent leurs enfants à la grand-mère. Et qui se retrouvent en fait en ce moment, d'après l'étude qu'on a faite, extrêmement débordés et dépassés. C'est vrai que changement de culture, etc. Et donc des grands-parents extrêmement démunis face à cette situation. Donc ça s'explique, vu que eux-mêmes n'ont pas éduqué leurs enfants, vu que ce sont les grands-parents qui éduquent les enfants. À chaque fois, on saute un cap, on saute une génération, et il y a moins de transmission de savoir-faire. Et le monde va très vite, et maintenant il y a les écrans, les téléphones, etc. Donc en fait, ils nourrissent les enfants à coups de petits snacks quand ils leur donnent un peu d'argent pour s'acheter un paquet de chips, etc. Donc en fait, il y a tout un tas de problèmes qui maintenant arrivent de nutrition, de surexposition aux écrans, de négligence, etc. qui font qu'effectivement maintenant on est en train de développer dans les villages des formations d'assistantes maternelles pour créer des crèches qui permettront d'accueillir les enfants. Et là, on a eu le support des grands-parents qui disaient « Mais oui, nous on attend, là, s'il peut y avoir une crèche dans le village, on est tout à fait prêts à venir vous aider, mais vraiment, on n'en peut plus. Aidez-nous à éduquer nos enfants. Enfin, les enfants de nos enfants. » Ah, mais ils sont très demandeurs, j'ai trouvé ces gens. Ils sont très demandeurs. Ils sont très demandeurs, très positifs, ils cherchent les bonnes solutions, ils sont, comment dirais-je, dans... même quand il y a un problème, on vient, puis on essaie de discuter. Ils sont beaucoup moins conflictuels que nous, ils sont beaucoup plus conciliants dans la négociation et les arrangements. Oui, bien sûr. Oui, il y a une attention très forte à l'enfant, et ça on le retrouve aussi au Burkina Faso, puisqu'on est dans la même démarche à former des assistantes maternelles et à les aider à mettre en place des crèches, puisqu'il y a exactement cette même demande. Et en fait, tous les gens avec lesquels on discute sont très attentifs à la bonne éducation et à la bonne prise en charge des enfants. C'est vraiment l'enfant est roi, enfin est une valeur vraiment très forte dans ces pays-là. Oui. Et donc tout ce qui peut aider à avoir une protection, un meilleur épanouissement, un meilleur développement de ces enfants, leur est vu d'une manière très positive. Par contre, sur la relation dans le couple, c'est vrai que, je trouve que les pères, justement, sont pas forcément très présents. La mère a une certaine autonomie, mais le pouvoir de décision reste encore, je trouve, encore entre les mains des pères. Même si finalement, il va pas tellement contribuer aux ressources du foyer, ou un peu, mais enfin bon, c'est quand même encore beaucoup eux qui décident quand on a des activités où justement avec les familles pour prendre des décisions pour tel enfant ou pour telle personne, etc. Il faut essayer d'impliquer aussi le père parce qu'il peut faire blocage sur telle ou telle décision. Donc l'émancipation n'est pas encore gagnée à ce point-là. En tout cas au Vietnam et au Cambodge peut-être un tout petit peu plus. Au Népal, on est dans une société très patriarcale. Et au Burkina également. La fleur, nouvelle donne musique. Tu vas danser, je vais te faire danser avec le nouveau concept qui est venu frapper le monde entier. Je dis, tu vas danser, je vais te faire danser avec le nouveau concept qui est venu frapper le monde entier. Je dis, on a ce qu'il ne faut pas, on a ramené le son qu'il fallait pour faire bouger les têtes, les tout bois. Je frappe toujours là où on ne m'attend pas. C'est la nouvelle épidémie, tu ferais mieux de te mettre au passé. Mais d'abord, montre que tu es fort, nous montrons que tu sais danser.
Alors, maintenant qu'on s'est dit tout ça, comment expliquez-vous le fait que dans ces cultures d'Asie du Sud-Est, par exemple, on ait un taux de divorce absolument négligeable? Les gens ne divorcent pas, ils s'entendent, ils n'ont pas de connaissance d'ailleurs des problématiques liées aux séparations familiales, ils sont très démunis lorsqu'ils y sont confrontés. Comment est-ce qu'on fait la différence et nos sociétés occidentales qui, elles, sont complètement en recomposition permanente, où les gens peuvent divorcer parfois plusieurs fois dans une vie et où on est à 60-70% d'enfants qui ont leurs parents qui sont séparés. Est-ce que vous avez pris du recul, de la hauteur pour regarder d'où viennent en fait ces différences? Alors, je pense qu'ils viennent prioritairement d'une pression sociale. Par exemple, au Vietnam, on travaille beaucoup sur les relations familiales et conjugales. La pression sociale est très forte. Une femme qui quitterait son mari serait c'est très très mal vu. Comme ça, dans les deux sens, dans les deux sens. C'est pas que la femme, c'est pas que c'est monsieur aussi qui. Alors, parce qu'en fait, c'est vrai on est spécifiquement sur des problèmes de violence conjugale. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse incidence. Donc vous intervenez aussi là où ça se passe mal. Voilà. Par exemple, là, un dernier exemple, tout récemment, on me faisait remonter le cas d'une femme battue, le mari est en prison, c'est lui qui travaillait, elle a pas du tout de ressources, elle se retrouve toute seule à devoir élever ses enfants, donc c'est un peu la catastrophe totale. Et bon, les conseils, on se disait peut-être qu'elle pourrait aller dans un foyer d'accueil, placer ses enfants le temps d'eux, etc. Parce qu'en plus c'est un peu la pagaille elle est complètement dépassée par les événements. Et ma collègue au Vietnam me disait ah non, mais placer les enfants ou elle-même aller dans un foyer d'accueil pour qu'elle puisse être prise en charge à un moment donné et puis permettre vraiment une reconstruction et puis retravailler sur son projet de vie, ça serait trop mal vu par la société. Et non, il faut qu'elle reste femme, épouse, dans l'attente, etc. Ils n'ont pas cette culture de l'intervention étatique. Ils ont vraiment cette culture de la cellule familiale et se protéger. Voilà, à la recherche du consensus. Oui. Exactement, à la recherche du consensus. Oui. Et quand on traite de problèmes conjugaux, en général, d'abord on cherche l'arrangement, le consensus pour faire en sorte que la famille reste stable. C'est vraiment l'objectif prioritaire. Donc ça, je pense que c'est la différence avec nos sociétés occidentales où il y a, pas du tout de tabou, une liberté totale par rapport à ça, et chacun fait un peu comme il le sent, sans se sentir contraint par une pression sociale ou extra-familiale. Oui, mais ça a son importance, parce que quand je vivais là-bas avec mon ex-femme, par exemple, la société nous poussait à rester ensemble, parce que le multiculturalisme, c'est difficile. C'est intéressant, c'est enrichissant, mais on sait qu'une fois les grandes passions sont passées, c'est effectivement la pression sociale et les habitudes qui nous font rester ensemble. C'est comme ça que faisaient nos grands-parents. Et quand on arrive en Europe, le discours ambiant n'est pas du tout celui-là. Il est séparez-vous, faites votre vie. Le discours est extrêmement différent. Et il y a des répercussions sur les enfants. C'est sûr, c'est certain. Et je pense qu'effectivement, les gens sont peut-être pas dans une attente d'un bonheur total jour par jour. Et donc, en fait, le consensus et l'acceptation de certaines contraintes ou de certains modus vivendi font partie de leur vie parce que c'est leur quotidien et que de toute manière, rien n'est facile dans les vies qu'ils mènent. Donc, en fait, accepter telle ou telle chose pour faire en sorte que finalement la vie continue et que le foyer reste stable, n'est pas vécu comme quelque chose de si difficile à vivre que effectivement en France où on se dit ah non mais moi ça j'ai jamais accepté ça et du coup je préfère vivre ma vie toute seule quoi. Donc c'est clair qu'effectivement il y a une manière de voir les choses qui est complètement différente et comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de services sociaux non plus. Donc en fait la famille, si elle n'est pas unie, de toute manière la femme si elle n'a pas de revenus, elle peut pas partir. Elle peut pas partir, elle est dépendante financièrement de son mari, si elle s'en va, elle pourra pas élever ses enfants, etc. Donc ou alors elle aura un tout petit revenu. Donc et puis elle sera mal vue des autres, donc elle sera pas forcément aidée par sa famille parce qu'elle peut aussi rejeter. Enfin, oui, mais ce modèle familial se retrouve aussi dans les classes bourgeoises. Moi, je vois qu'à Bangkok, on avait la chance d'être en école internationale pour nos enfants et autres. Nos amis étaient beaucoup plus riches que nous. Et je peux vous dire que les madames thaïlandaises qu'on fréquentait, elles se laissaient pas faire. Elles savaient où elles voulaient, elles savaient aller où elles voulaient, elles savaient dire ce qu'elles avaient à dire. Et puis le jour où elles n'étaient pas contentes, elles savaient l'exprimer aussi. Mais il y avait quand même cette recherche du consensus, cette façon d'essayer de ne pas heurter l'autre. Et de rester ensemble. C'était très présent comme force, y compris dans les classes bourgeoises et les hautes sphères de la société. Ce n'est pas qu'au niveau du peuple. Oui. Non, mais c'est sûr que c'est une société beaucoup moins individualiste que la nôtre et que sous ce jour, la famille compte plus que l'individu. Ça, c'est clair. La famille compte plus que l'individu, donc l'objectif est le vraiment... groupe, en fait, carrément, on peut le dire. Le groupe, alors ça peut être la famille élargie, bien sûr, notamment dans les sociétés... Alors,
c'est vrai qu'en milieu urbain, je dirais maintenant, on est plus sur des plus petites familles, puisque en fait, les personnes des campagnes ont migré, donc se retrouvent dans des voilà où ont perdu un peu les contacts avec leur famille élargie. Dans le milieu rural, effectivement, c'est la famille papa maman, mais c'est aussi toute la famille autour, la grande famille, comme vous dites. Donc il y a cette oui voilà, il y a cet équilibre qui est là, qui repose sur cette structure-là et qui ne permet pas. Alors après, est-ce que c'est des choix ou pas des choix? C'est la question. Mais en tout cas, qui n'ouvre pas beaucoup de possibilités à un individualisme qui fait que chaque personne va rechercher avant tout son propre épanouissement, son propre bonheur, indépendamment voilà, des autres. Ça. Donc après, l'impact sur les enfants, certainement, est plus facile à vivre pour les enfants. Oui, on peut penser que pour l'enfant, il reste avec sa famille, il y a une certaine stabilité, et c'est extrêmement important. Clair. Ça se voit d'ailleurs au niveau de l'adolescence. Les adolescents sont quasiment inexistantes. Il n'y a pas cette réaction de violence et de rejet par rapport aux parents. Ils continuent d'habiter chez leurs parents durant extrêmement longtemps, par exemple, et puis oui. Ça, il y a aussi un respect aussi des anciens. Enfin, il y a peut-être aussi ou qui parfois est très exacerbé. Moi, j'ai vu des images qui étaient quasiment choquantes, où on rendait hommage aux anciens d'une manière quasiment religieuse. Hein. Ça, c'est vrai que ça existe aussi. Ouais. Donc l'opposition, la contradiction, ne fait pas forcément partie de la culture de ces pays-là, où l'enfant n'a pas forcément droit à la parole. Enfin, il l'a un peu, mais il n'est pas censé contredire ses parents, et donc il grandit aussi comme ça. Hein. Donc c'est vrai que les crises d'adolescence, oui, c'est pas un énorme problème. Hein. C'est pas des choses dont on parle beaucoup. Alors maintenant que nous avons défini effectivement l'environnement familial tel que vous l'avez observé, puis moi je confirme à votre observation, hein, on va se placer là où vous intervenez, c'est-à-dire là où ça se passe mal. Est-ce que vous avez l'impression que dans les familles dysfonctionnelles, avec des violences, des abus sur les enfants, des rapports de force disproportionnés, enfin vraiment là où ça ne va pas, est-ce que les schémas sont exactement les mêmes que chez nous et est-ce que la violence va aussi loin que chez nous ? La violence va aussi loin que chez nous. Oui. Ça, la violence n'a pas de limite dans tous les pays où nous travaillons. Donc, on va rappeler aux gens qu'en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours et qu'un homme meurt sous les coups de sa conjointe tous les 13 jours. C'est bon, on est 70 millions, mais ça reste quand même des chiffres qui sont objectifs. Cambodge, Laos, Burkina Faso, c'est pareil. C'est pareil. Alors là, je suis désolée parce qu'en plus, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on a fait une étude au Vietnam. Comme je ne suis pas devant mon ordinateur, mais au Vietnam, on a une incidence, on a un taux de violence conjugale qui est très important. Et en fait, c'est aussi une société qui justement ne montre pas forcément les émotions et qui garde en surface une impression que tout va bien parce qu'on ne veut pas. On va pas montrer les choses qui ne vont pas. C'est l'Asie. De loin, la rivière est lisse et de près, elle est pleine de bulles. C'est l'Asie. Et donc, voilà. Et donc, en fait, au niveau familial, intrafamilial, là, on peut avoir de très fortes violences, mais qui sont très difficiles à détecter. Moi, j'ai connu ça. J'avais travaillé aussi. J'ai habité à Madagascar pendant une dizaine d'années. D'accord. Et on est aussi sur une société où tout va bien en surface. Et quand on avait fait une étude de violence conjugale, on avait des taux absolument incroyables. Donc il y a les mêmes problèmes, voire plus exacerbés, puisqu'il y a encore moins de possibilités de les exprimer. C'est complètement tabou. Et surtout, nous, on a aussi un manque. C'est-à-dire, monsieur rentre complètement ivre chez lui et il tabasse madame. Alors l'alcool est exactement. On sait que les facteurs de pauvreté, on sait que la pauvreté, les problèmes de ressources, le manque d'éducation. Alors ça, c'est vrai que j'ai remarqué, ils vivent mal l'alcool. Hein. Ils ont beaucoup de mal à le gérer. Ça, je constate. Ça m'a semblé aussi. Voilà. Et après, toutes les études qui sont faites sur les violences, sur la violence conjugale, en fait, montrent que ce sont des facteurs aggravants. C'est dans tous les milieux, ça, on le sait, dans tous les pays. Mais il y a des facteurs aggravants qui sont la pauvreté, le manque d'éducation, évidemment après les addictions. Donc souvent tous ces facteurs-là se cumulent dans les familles des bidonvilles avec lesquelles on travaille
Et donc, on se retrouve avec des problèmes qui sont très difficiles à gérer parce que, en plus, les services sociaux n'existent pas vraiment. Donc, il y en a un peu et nous, on y travaille avec nos partenaires. Mais autant dans nos sociétés, on peut essayer de se référer à tel service pour prendre en charge tel truc, ou alors pouvoir placer l'enfant s'il est en danger dans tel moment, etc. Là-bas, et c'est en relation avec le cas que je citais tout à l'heure, en fait. Il peut y avoir des structures, mais finalement, elles sont soit très loin, soit finalement, non, la société ou la famille va pas bien l'accepter. Elles sont peut-être encore pires que les nôtres, alors que chez nous, c'est pas top non plus. Et en plus, voilà, c'est vrai qu'après, on n'est pas non plus sûr si jamais on place un enfant dans quel, est-ce qu'il sera mieux pris en charge que s'il reste finalement avec sa maman, dans la situation dans laquelle il est. Donc, oui, non, c'est des grosses difficultés. Alors nous, on essaye de les aborder, Planète Enfant et Développement essaie de les aborder avec ses partenaires via ce qu'on appelle un peu la sensibilisation, des groupes de parole où on permet aux femmes et aux hommes de s'exprimer, de travailler ensemble sur des problématiques pour essayer de remettre un peu de dialogue et de compréhension et de traiter quand il y a effectivement des problèmes d'addiction ou de dépendance, etc., de voir après vers quel service on peut les aider à s'orienter pour résoudre ces problèmes-là. Mais c'est vraiment un travail de petites fourmis qui avancent petit à petit pour créer du changement et ça prend du temps. D'accord. On va aussi dire que ce sont des environnements où il y a des châtiments corporels. Oui. Je reviens encore moi sur la Thaïlande. Je regardais beaucoup les informations parce que je m'intéressais beaucoup à la culture du pays où je vivais, où vivait la moitié de ma famille, en fait, ma belle famille. Et régulièrement, il y avait des faits divers où des enseignants, des gens dans l'école faisaient des corrections au bâton sur leurs élèves et puis les parents se révoltaient. Et bien, ma famille me disait, mais tu sais, il y a encore 20 ou 30 ans, on se révoltait pas. On prenait des coups de bâton et on se taisait. On chicote. Ah ben oui, mais non, mais dans les pays où on travaille, là, ça tape encore beaucoup. Dans les écoles, c'est clair. On tape sur un enfant quand il apprend pas. Et là, les parents se révoltent pas du tout. Trouvent ça normal. Je lisais là justement ce matin une étude qui a été faite. Il y a de l'éducation parentale qui a été faite en 2016. Bon, ça fait quelques années, mais pas tant que ça, au Népal, avec une grosse part d'éducation positive, etc. Et dans les résultats que je lisais de cette étude, finalement, ce qu'ils observaient, c'est qu'au niveau taper sur les enfants, ça n'avait pas changé parce que finalement, malgré tout ce qui avait pu être communiqué aux parents en sensibilisation sur les bienfaits de l'éducation positive et de ne pas taper les enfants, les parents restaient convaincus que pour avoir des enfants obéissants, il fallait taper dessus. Donc c'est quand même quelque chose qui est très ancré. Eux-mêmes ont vécu cette violence. Là, on est en train de démarrer au Vietnam des groupes d'éducation parentale avec des groupes de parents. Et la première session a été justement de leur faire parler de leur enfance. Et en fait, ça a apporté beaucoup de larmes. Étonnamment, les animateurs étaient complètement surpris parce que les pères pleuraient en se rappelant les corrections qu'ils prenaient à l'époque. Et le fait d'évoquer ça, en fait, on a voulu commencer par ça en disant, mais déjà vous, souvenez-vous de ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez pris des corrections? Comment vous l'avez vécu à l'époque? À l'époque, vous aviez réagi comment? Et voilà. Et on se dit peut-être en démarrant là-dessus, sur leur propre vécu, petit à petit, on va leur faire prendre conscience de ce qu'a pu faire est-ce qu'ils sont devenus des enfants plus obéissants? Est-ce qu'ils finalement, ils se disent qu'ils auraient pu éviter ça? Pour essayer après de les amener à changer de comportement avec leurs propres enfants. Mais c'est tout un processus et ça prend du temps.